enregistrer sur cet ordinateur. Voilà, je vous propose d'enregistrer. Si vous ne voulez pas montrer votre visage, vous pouvez ne pas mettre votre caméra. Et si vous ne voulez pas qu'on sache que vous étiez là, il faut changer votre nom. Il ne faut surtout pas participer. Bon, en même temps, c'est vrai que si vous étiez venu en vrai, si vous ne vouliez pas participer, c'est compliqué. Mais bon, admettons. Bon, super. Donc, on a 1h30 pour parler avec Marie-Sylvie. On va avoir 40 minutes d'échange avec Marie-Sylvie pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que c'est que cette convention. Et puis par la suite, on prendra un peu de temps pour remettre en perspective cette expérience-là dans le cadre un plus large plus large ou non, moins large justement, de notre territoire à nous, du Vercors, de savoir comment est-ce qu'on peut, du Vercors et puis plus largement de la région, on va dire, parce que le changement climatique n'a pas forcément de frontières, mais voilà, comment est-ce que nous, on peut s'inspirer de ça, qu'est-ce qu'on peut faire de ça pour que ça infuse éventuellement. Je vous propose dans un premier temps une petite animation qui s'appelle Answer Garden, qui est une manière de créer tous ensemble un nuage de mots. La question que je vous pose et que vous pouvez accéder en cliquant sur le lien que j'ai mis en conversation, c'est pour vous la Convention citoyenne, c'est quoi en un mot? Alors, peut-être que vous y connaissez pas du tout, vous êtes venu en curieux, peut-être que vous y connaissez très bien et que c'est pour vous, ça n'a pas de secret. Mais du coup, via ce lien, vous pouvez rentrer un mot, ou bien 2 mots, ou bien quoi que ce soit, qui nous permettra en temps réel de voir le nuage de mots se former. Par exemple, moi, il faut que je trouve quelque chose. Hop. Voilà, donc là, je vois déjà intelligence collective, consultation habitant. Et là, au fur et à mesure de vos réponses et ça va venir s'incrémenter dans ce nuage de mots qui nous donne une première idée de votre opinion, de votre avis sur ce sujet-là. Donc, je vois une délibération citoyenne, consultation habitant, innovant, une réflexion, intelligence collective, démocratie participative. Et effectivement, sur le cadrage de cette heure et demie, on va dire qu'on avait deux choix, on va dire. Soit on s'intéressait au fond de ce qui est sorti de cette convention, c'est-à-dire les mesures, ce qu'il en a été fait. Et pour le coup, il y a pas mal à discuter, il y a pas mal à parler là-dessus, et ça nous prendrait au moins 1h30 de discuter de ça. Ou bien, et c'est ce qui a été notre parti pris, c'est de s'intéresser plutôt à la mécanique, à l'aspect nouveau et intéressant, inédit, de cette consultation des habitants au hasard, on va dire, ou plus ou moins au hasard, on le verra tout à l'heure, et donc sur ce que ça peut avoir d'intéressant pour d'éventuelles actions futures. Voilà. Donc c'est cet aspect-là sur lequel on va s'intéresser. On aura pour ça Marie-Sylvie, naturellement, parce que évidemment c'est elle qui parlera le plus clair du temps. Pierre Vec est là également, bonjour Pierre, et qui pourra intervenir tout à l'heure lorsque justement on donnera un petit peu plus de profondeur et de lien avec le territoire, et puis en lien avec vos questions éventuellement. Et puis, vous avez... Oui, pardon, je vous l'avais dit, il faut cliquer en bas à droite sur Refresh si vous voulez voir le truc se mettre en bas à droite, il y a Refresh, et vous allez voir le nuage de mots. Et il y aura aussi Sylvie Barnezet qui est là, qui est... Alors, pardon Sylvie, j'ai pas noté complètement totalement le poste, mais en gros, vous êtes en charge de la participation et plus ou moins de la transition, j'imagine, démocratique à l'échelle de Grenoble à la métropole. Et on verra que Grenoble, donc en bas, s'intéresse bien à cette dynamique de convention citoyenne et a même l'intention d'en expérimenter une à l'échelle de la métro. Et donc, ça pourra être intéressant d'avoir cette perspective-là aussi tout à l'heure, après que Marie-Sylvie nous en ait dit un peu plus sur la version nationale. Ce que je vous propose pour les 5 prochaines minutes, c'est qu'on regarde ensemble une toute petite vidéo qui va nous fixer les grandes lignes de la convention, c'est-à-dire à quoi elle a servi, etc., ses mécaniques, pour que, on va dire, l'essentiel des questions de curiosité soit adressé et qu'on puisse après passer à, on va dire, l'expérience particulière de Marie-Sylvie. Donc, je vais essayer de... Est-ce que vous voyez un écran avec le Palais d'Iéna? Oui. Super. Est-ce que là, vous le voyez en grand? Oui. Oui. Eh bien, je clique, ça veut dire que ça marche. D'un côté, Lionel, 29 ans, venu Vous entendez? d'Aix-en-Provence.
De l'autre, Amandine, parisienne de 26 ans. La semaine, l'un est mécanicien, l'autre travaille dans la culture. Mais un week-end par mois, depuis octobre, ils se retrouvent à Paris pour se glisser dans la peau d'hommes et femmes politiques. Ils ont été sélectionnés par le gouvernement pour participer à la Convention citoyenne pour le climat. On est proche d'un travail, d'un second emploi, très clairement. Mais au début, j'y ai pas vraiment cru, non, que ça me tombait dessus comme ça. J'ai reçu un texto. J'étais avec des amis qui m'ont dit c'est une arnaque, c'est pas un vrai truc, c'est sûr que t'es pas sélectionné. Et en fin de compte, voilà, je suis là. Et le challenge est de taille. Tous les participants ont comme mission de créer les lois environnementales de demain. Un travail de politique, mais dans cet hémicycle aux allures d'Assemblée nationale, pas de costard-cravate. Mais bien 150 citoyens tirés au sort selon un certain nombre de critères. Comment s'est passé le tirage au sort ? Eh bien, un ordinateur a généré 300 000 numéros de téléphone. Le comité de gouvernance a choisi qu'un certain nombre de critères permettent de s'assurer d'avoir ce que l'on appelle une représentation descriptive de la France. Donc d'avoir un peu plus de femmes que d'hommes, d'avoir 25% de non-diplômés, d'avoir des agriculteurs. Voilà, pour avoir cette diversité de la population française. Des citoyens de tout âge. Je suis Jean-Michel. J'ai 16 ans. Je suis retraitée. De tout horizon. Je suis lycéenne. Responsable d'agence de formation. Je viens du pays du Mont-Blanc. Indemnisés 86 € par jour, hébergés, nourris, tous réunis pour un seul objectif, réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030. Après plusieurs sessions où les citoyens ont découvert le mandat, fait un point sur la législation et étudié les leviers d'action, ils sont désormais prêts à entrer dans le vif du sujet. Les mesures qui seront retenues sont celles sur lesquelles vous vous serez mis d'accord. Et ce sont ces mesures qui pourront être transmises sans filtre aux instances compétentes, qu'il s'agisse du Parlement, mesdames et messieurs les députés, ou le cas échéant du peuple français en cas de référendum. Engagement pris par le président de la République Emmanuel Macron. Alors pour créer ces mesures, chacun rejoint son groupe de travail et il y en a 5 au total avec des thématiques bien identifiées. Se loger, se nourrir, produire et travailler pour certains. Pour d'autres, ce sera se déplacer ou encore consommer. Un groupe dans lequel on retrouve Lionel et Amandine, épaulés par leurs animateurs. Alors de quoi parle ce groupe plus précisément ? Il s'est attaché à réfléchir à tout ce qui peut aider le consommateur à devenir davantage acteur conscient, acteur engagé dans ses actes de consommation. Ça passe entre autres par de l'information, qui est l'information qui va nous aider à orienter différemment nos pratiques d'achat, mais ça passe aussi par une transformation en profondeur finalement des modes de production, des modes de distribution et des modes de conditionnement. Au cœur du débat, les consignes de verre, la création de nouvelles taxes ou encore les nouveaux modes de consommation comme le vrac. Et je pense qu'il ne faut surtout pas bloquer sur le prix. On est sur remplacer un pourcentage de linéaire emballé par du pourcentage de linéaire en vrac. Mais tout n'est pas si simple, car plusieurs notions sont à prendre en compte. Est-ce qu'on a besoin d'avoir 500 variétés de pâtes qui soient proposées bonnes voilà. Alors là, on supprime beaucoup d'usines. Alors on va supprimer Barriga, on va supprimer machin, et on va laisser la place qu'à juste cru. Le côté financier, c'en est un, mais le deuxième côté très très important à prendre en jeu, c'est la justice sociale. C'est le fait d'être équitable dans ce qu'on va faire comme proposition, qu'on ne favorise pas un cercle d'activité par rapport à un autre ou une catégorie sociale de personnes par rapport à un autre. C'est ce qui était très très compliqué à prendre en compte. Pas si facile non plus d'apporter de nouvelles propositions lorsque certaines lois existent déjà. Interdiction immédiate de la production, de la mise sur le marché, vente de fruits et légumes non transformés. En fait, tout ça, c'est des trucs qu'on avait en tête. Et là, on voit qu'il y a des dispositions déjà prévues. C'est par quelle loi que c'est déjà prévu, la loi pour l'économie circulaire ? Ok, la loi s'attaque à tel ou tel levier d'action. Quelles seraient les modalités différentes qui aideraient les citoyens à lutter contre le suremballage ? Il y a tout, ça me stresse. Hein. Tu parles notamment sur cette... Non, mais la loi, elle est déjà tellement détaillée. Mais oui. Et dire trouver d'autres leviers, là, spontanément, ça vient pas. Alors, pour avancer plus facilement, des experts juridiques, économiques et sociologues sont là pour les épauler. On doit les aider à réfléchir sur l'impact des mesures qu'ils proposent, sur la faisabilité politique, technique, économique des mesures qu'ils proposent, à transcrire leurs idées pour les transformer, si possible, en propositions de loi ou disons en textes qui soient ensuite repris par les pouvoirs publics. Un doute sur un fait, un chiffre, une information, un autre groupe est là pour les épauler. On les appelle les fact-checkers, comprenez, les vérificateurs de faits. Bon voilà notre première question.
quel est l'impact de la 5G sur le plan climatique? Je pense que c'est parlant, enfin, le fait de dire que ça a augmenté déjà C'est la production implicite. du térawattheure. Ouais. Nous sommes des scientifiques, étudiants, engagés dans la réflexion autour de la transition écologique. La difficulté vient de ce qu'ils ont besoin de réponses rapides. Donc il faut répondre à peu près dans la demi-heure. Donc nous sommes derrière nos ordinateurs et Internet pour chercher des rapports, des documents. On essaye de croiser les informations pour les consolider. Toutes les conditions sont donc réunies pour affiner les mesures, jusque tard dans la nuit comme ce samedi soir. 10h30. On vient de finaliser les écrits de nos mesures qui doivent être quand même contrôlés encore pour l'équipe juridique pour pouvoir après être votées. Et pour connaître tous les détails des mesures nées de cette convention, il faut être encore patient. Elles ne seront présentées au gouvernement qu'en avril prochain. Voilà. Bon, voilà, c'était 6 minutes pour se remettre un peu, on va dire, au clair sur le grand sujet. Donc Marie-Sylvie, bonjour Marie-Sylvie. Bonjour. Je vais être obligé de te tutoyer parce que je n'arriverai pas à vous voyer, mais néanmoins, le respect est là. Marie-Sylvie, donc, tu es institutrice à l'école primaire de Méaudre, pour ceux qui ne sauraient pas, et tu fais partie de ces 150 qui ont participé à cette convention citoyenne. Alors, la personne qui était là dans le sujet a dit qu'elle avait été sollicitée par texto, qu'elle n'y avait pas cru. Toi, comment ça s'est passé et comment tu as réagi lorsqu'on t'a appelé, qu'on t'a dit venez à Paris, on a besoin de vous? Je voulais d'abord te remercier pour ce joli petit film. Moi, je ne l'avais jamais vu personnellement. Ça m'a beaucoup ému parce que c'est surtout mon groupe qu'on voit. Et voilà, ça me replonge dans toute cette expérience incroyable. Donc, si tu peux après me faire suivre ce petit film, ce sera avec plaisir. Voilà, je le mettrai dans mes archives. Après, au niveau du tirage au sort, donc c'est ce qui a été expliqué dans le petit film, c'est qu'en fait, il y a une entreprise de sondage qui s'appelle Harris Interactive qui a généré entre 250 000 et 300 000 numéros de téléphone au hasard. Sachant qu'il y avait à peu près 80% de numéros de téléphone portable et 20% de numéros fixes. Voilà, parce que ça correspond à peu près à l'usage qu'en font les Français actuellement. Et une fois que ces numéros de téléphone ont été générés, des jeunes étudiants qui avaient été donc embauchés pour ça se sont mis en quête d'appeler toutes les personnes auxquelles appartenaient ces numéros, dont moi. Il se trouve que moi, j'avais vu un reportage sur cette convention le matin même, enfin à midi sur France 3. Moi, j'étais appelée, donc je ne sais plus quel jour de la semaine c'était, mais c'était la dernière semaine d'août avant la reprise de l'école. Voilà, donc j'ai vu le reportage. Donc, contrairement à ma collègue Amandine, là, qui a cru que c'était une blague, moi, j'y ai cru assez facilement puisque voilà, j'avais été prévenue par les médias juste avant. Mais j'y croyais qu'à moitié parce que je me disais, quand j'avais vu le reportage, que c'était une formidable idée de enfin donner la parole aux citoyens directement. Donc, quand ça m'est tombé dessus, c'était une très bonne surprise, très, très bonne surprise. Et moi, j'ai accepté tout de suite de participer à cette convention. Je ne savais pas du tout que ça allait nous entraîner dans une aventure pareille, mais voilà, je trouvais que c'était, au niveau en tout cas de la démarche, c'était génial. Donc, voilà. Après, ça a été assez long entre le moment où j'ai accepté et le moment où où ma candidature en fait a été validée, parce que nous on savait pas du tout comment ça se passait. On nous a expliqué les choses après coup, mais au départ on ne savait rien. Donc ça a pris plus d'un mois enfin non, j'exagère, une bonne quinzaine, je crois, de jours, 3 semaines entre le moment où j'ai été appelée la première fois et puis le moment où ma candidature a été validée. Eux, pendant ce temps-là, ils ont fait tout le tri en fait socio, culturel, diplôme, région géographique et autres, pour essayer de garder donc un panel assez représentatif de la société française au bout du compte sur 150 citoyens. Parce qu'il fallait une sorte d'éprouvette de 150 personnes qui représentaient les âges, les sexes, les catégories socio-professionnelles, enfin tout, en gros, que ce soit une version réduite de la France dans un hémicycle. C'est exactement ça. Donc, parmi nous, donc, il y avait des personnes âgées jusqu'à 80 ans, même un petit peu plus. Et puis, on a eu aussi la chance d'avoir avec nous, je crois, 6 jeunes qui n'étaient pas encore majeurs, donc entre 15 et 18 ans. On a eu la chance aussi d'avoir des représentants des départements et des territoires d'outre-mer. Donc, pour la plupart, c'était des étudiants en fait qui, pour des raisons de pratique, en fait, étaient sur
plus ou moins sur la France métropolitaine à ce moment-là pour éviter, en fait, comme on était amené à se retrouver assez souvent, pour éviter les voyages en avion, c'est pas très bon pour le climat. Donc voilà, les représentants des territoires d'outre-mer étaient sur place à ce moment-là. Mais enfin, il y en a beaucoup qui sont partis sur leur territoire après. Et voilà, ça donnait une assez bonne vision, a priori, d'une France en miniature. Et du coup, tu dis ça a mis un mois à ce que, en gros, ça se concrétise et qu'on m'a pas toujours tout dit tout de suite. Moi, ça me fait penser aux gens ou aux enfants ou à nous qui disons de temps en temps, oh là là, si j'étais président, je ferais ci, si j'étais président, je ferais ça. Et toujours en déconnant, là, il se trouve qu'on t'a appelé et on t'a dit, bon, on va vous réunir et on va vous mettre entre les mains le sujet numéro 1 de ce monde, c'est le changement climatique. Enfin bon, voilà, un gros sujet en tout cas. C'est pas rien, c'est pas la couleur des pots de fleurs. Et on va dire, vous allez devoir décider. Et le mandat à cette époque, c'était que vous allez pouvoir décider. Vous allez changer les choses. Vous allez prendre des mesures qui seront reprises sans filtre, comme le disait le reportage. C'est quand même une énorme responsabilité pour vous, pour toi. Bah, on se rendait pas du tout compte au démarrage de tout ce que ça allait impliquer en fait par la suite. Enfin, vraiment, ça a dépassé toutes nos espérances, même si le résultat, bon, on pourra en discuter plus tard. Mais non, moi, je me rendais pas compte de tout ce que ça pouvait engranger après comme travail, notamment, et puis comme responsabilité. Donc, moi, bon, je me suis dit, allons-y, lançons-nous dans l'aventure et on verra bien. Mais franchement, au départ, on n'avait aucune info. Enfin, on savait pas du tout dans quoi on allait être projeté. L'info que vous aviez, est-ce que tu avais déjà la question qu'on allait vous poser? Cette fameuse question. Oui, enfin, tu vois, là, en y réfléchissant, oui, je crois que oui. Il me semble qu'on avait déjà la question. Donc, la question, c'était comment réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40% entre 1990 et 2030. Dans un esprit de justice sociale. Dans un esprit de justice sociale. Donc oui, il me semble que la question, on l'avait déjà, mais après, concrètement, comment ça allait se pratiquer, j'en avais pas la moindre idée. Et est-ce que tu savais, enfin là quand je disais tout à l'heure, je faisais le parallèle avec si j'étais président, etc. Là, on se rend compte aussi dans le sujet et dans ce que tu as vécu que c'est pas tellement on va te mettre au milieu d'une pièce et on va te demander ton avis, c'est plutôt on va t'insuffler du savoir, de la connaissance vérifiée, mesurée, etc. Et en fonction de ça, tu vas te faire un avis qui va constituer un avis. Donc quelque part, tu vas avoir accès à des informations auxquels ont accès potentiellement les présidents de la République ou les ministres ou quoi, qui vont te permettre de faire la loi. C'est ça. Alors ça, on l'a su lors de la première session, en fait, quand on est arrivé. Quand on est arrivé, on a eu tout de suite, en fait, deux grosses sessions de formation. Donc, on a réceptionné des climatologues, notamment Valérie Masson de Delmotte, et pas mal de gens qui nous ont expliqué les problématiques vraiment dans le menu, parce qu'on avait tous sur le sujet un niveau de connaissance très disparate. Des gens étaient déjà extrêmement calés sur la question et d'autres pas du tout. Moi, j'étais vraiment dans la moyenne de tout un chacun. Bon, je savais parfaitement que le réchauffement climatique existait, mais je ne savais pas du tout dans quelle mesure et à quel point on avait déjà dépassé un seuil intenable, en fait. Donc, ça a été, d'ailleurs, dans les médias, c'est ce que tous les conventionnels, hein, entre nous, on s'appelle les copains, mais les médias nous appellent les conventionnels. Voilà, beaucoup de mes camarades ont dit ce jour-là, on a pris la plus grosse claque de notre vie. Parce que du coup, les climatologues sont venus vous exposer par le menu les effets, les impacts du changement climatique et en une ou deux journées, vous étiez sensibilisés. Voilà, déjà, en 2 sessions, donc ça fait 6 journées parce qu'il y avait il y avait 3 journées par session. Donc les 2 premières sessions, elles ont été surtout consacrées à ça, effectivement. Et donc ça a été fait de façon très professionnelle par des gens, là du coup je peux le dire, qui avaient un sens de la pédagogie hors pair, parce que ça a été fait de façon très claire, très simple, mais imparable. Enfin voilà, on a vraiment ouais, ça a été assez violent par contre, parce que on s'y attendait, la plupart d'entre nous ne s'y attendaient pas à la violence de ces annonces. On savait que ça existait, mais que c'était déjà, moi c'est ce que je dis, j'ai pris conscience ce jour-là qu'on avait dépassé le point de non-retour en matière de réchauffement climatique, alors que j'en avais pas conscience du tout. Je savais que voilà, ça existait, mais sans plus. Et pour autant, une fois que vous avez eu ce constat, il fallait quand même réagir pour préconiser des choses qui nous évitaient d'aller trop vite ou trop loin dans le mur.
Bon, ça devait pas être simple. Et du coup, les semaines suivantes enfin les semaines et les mois les suivants, tu as été souvent à Paris. Nous qui étions parents d'élèves, on savait, tiens, il y a Marie-Sylvie qui est à Paris. Les enfants qui disaient, ah bah Marie-Sylvie, elle est à Paris pour le changement climatique. Voilà, on a eu ce retour-là. C'était en fait des sessions d'écoute et de travail d'atelier avec du coup les 150 dans le groupe dans lequel tu étais, et à écouter des experts. Vous avez vu passer beaucoup d'experts? Oui, alors, pour revenir un peu sur l'organisation quand même de la convention, du coup, assez rapidement, dès la session 1, on a à nouveau été tiré au sort une deuxième fois, en fait, pour que chaque citoyen se voit attribuer un groupe de travail. Donc, dans le petit film, ça a été présenté. Il y avait 5 groupes de travail. Il y avait produire et travailler, se déplacer, se nourrir, consommer, c'est le groupe auquel j'appartenais. Et puis le dernier, là… Se loger. Se loger, voilà. Donc, en fait, quand on est arrivé, le premier jour, on nous a donné un petit badge avec notre prénom et une petite couleur. On se demandait bien à quoi ça pouvait servir. Et puis, assez vite, on a compris. Donc, voilà, ils ont tiré au sort, en fait, par exemple, la couleur verte, et voilà, c'était consommer. La couleur bleue, c'était se déplacer, etc. Donc on s'est trouvé comme ça, attribué dans un groupe. Après, les méthodes de travail, elles se sont un petit peu… après, voilà, il y a des… Donc là, on a vu dans le petit film une jeune femme qui répondait un petit peu aux questions des journalistes et qui expliquait qu'elle organisait un petit peu les débats. Donc, on a été encadré pour pouvoir débattre de façon sereine et de façon constructive par des gens qui sont spécialistes de la participation citoyenne. Donc, ça a été fait vraiment avec beaucoup de professionnalisme parce qu'ils ne nous ont vraiment jamais influencés. Ils nous ont toujours aidés à reformuler nos propositions. Donc, c'était vraiment très bien fait. Et sinon, au sein de chaque groupe, c'est rigolo parce que selon la façon dans la salle où les tables étaient disposées au départ, ça a un petit peu induit la façon de travailler. Par exemple, moi, dans mon groupe, en fait, il y avait des tables en îlot, ce qui fait qu'on s'est retrouvés à 7-8 autour d'une table et on s'est retrouvés à travailler en petits groupes de 7-8 pratiquement pendant toute la convention. Alors que ma camarade Christine, qui, elle, est aussi zéroise, elle s'est retrouvée dans le groupe Se déplacer. Là, c'était des grands tablés en forme de U avec des micros tous les 3-4 chaises à peu près. Et donc, eux, ils se sont retrouvés en grand groupe et ils sont mis à travailler en grand groupe dès le premier jour. Et finalement, ils ont continué à travailler de cette façon-là, en grand groupe tout le temps, pendant toute la convention. Donc ça, c'était un peu amusant. Voilà. Alors après, au sein de chaque groupe, oui, on a auditionné pas mal d'experts, on a vu pas mal de gens de tous nos horizons. On était invités donc par alors le comité de gouvernance qui chapeautait l'ensemble de la convention a proposé en fait des noms de personnes qu'on souhaitait rencontrer plus spécifiquement. Alors dans mon groupe, on a proposé de rencontrer le PDG français de Amazon, mais il a décliné l'invitation à notre grand regret. Mais bon, on a vu là pour le coup l'ex-PDG de Danone, Emmanuel Faber, qui a été remercié depuis, mais on l'a auditionné. D'une manière plus générale, on a pu auditionner le président des aéroports de Paris. On auditionnait aussi bien des gens qui étaient chargés de la défense, donc écologique, et puis qui luttaient contre le dérèglement climatique, que des gens qui ont un rôle un peu différent, plus économique, comme le président des aéroports de Paris, ou alors des présidents de groupes miniers et autres. Donc c'était très éclectique, c'était très large, et ça permettait de confronter les différentes idées de tous. Donc ça, c'était intéressant. Et ça vous permettait d'avoir des avis pondérés. Il y avait des gens qui, on va dire, il n'y a pas les pros et les anti-changement climatique, on imagine qu'ils ne se présentent pas comme ça, mais on va dire qu'il y a des intérêts divergents, et vous essayiez d'y voir clair dans ce marasme d'intérêts, d'essayer de trouver votre intime conviction, quoi. C'est exactement ça. Alors, malgré tout, c'est vrai qu'au niveau du tirage au sort, quand même, c'était légèrement biaisé dans le sens où les gens étaient libres d'accepter de participer à la convention ou de refuser. A priori, la plupart des gens qui ont accepté, c'est parce qu'ils se sentaient quand même concernés par le sujet au démarrage. Donc, c'est vrai qu'il y avait peu… alors, il y a un de nos camarades qui s'est présenté comme un climato-sceptique, mais d'abord, il était le seul, et puis c'était pas un gros méchant climato-sceptique. Donc, il a vite changé d'avis. Mais voilà, c'est vrai qu'après, ça, c'est le petit biais qu'on peut reprocher. On était quand même tous sensibles au sujet et plutôt à vouloir défendre la cause climatique.
Ouais, c'est ça. Après, ces 150 personnes, tu disais vous étiez accompagnés par des animateurs, par des facilitateurs qui vous mettaient en condition de pouvoir parler correctement et moi, j'aimerais juste que tu nous parles de ça parce qu'on est souvent habitué à considérer que le débat est une manière d'arriver, enfin de trancher des idées, d'avancer. En réalité, là, on faisait tout pour que vous évitiez enfin, que vous ayez en tout cas des éléments factuels et objectivés, sourcés, pour que vous puissiez aller directement vers des mesures, vers des choses sur lesquelles vous vous mettriez d'accord. Est-ce que ça, vous avez réussi en tant que groupe à éviter l'écueil du débat systématique, même traditionnellement français, pour aller vers quelque chose de constructif, qui est la mesure, parce que les mesures ont été, tu peux le dire, assez largement plébiscité. C'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas les 150 mesures d'un groupe et les 150 mesures de l'autre. C'est les 150 mesures de l'ensemble. Oui, oui, oui. Alors, on a beaucoup travaillé. Alors, on travaillait au sein de chacun de nos groupes thématiques et puis très régulièrement, au fil et à mesure des sessions, on confrontait nos propositions en fait aux membres des autres groupes qui finalement, n'étant pas au courant de ce qu'on avait produit, se présentaient un peu comme des citoyens témoins lambda, comme tout un chacun en fait, recevant nos propositions comme quelqu'un qui les découvrait, comme n'importe quel Français qui les aurait découvertes. Donc ça nous a permis de réajuster à chaque fois comment dire, la teneur de nos propositions, de voir si on allait un peu trop loin ou pas assez loin, etc. Même si on avait quand même tous un peu cette fibre sensible au démarrage. Donc ça a été une chose. Et puis voilà, après, voilà, une fois que les 2 premières sessions de présentation des dégâts climatiques avaient été faits, je crois on a tous pris conscience très vite que voilà, ça c'était acté. Bon, et puis du coup, qu'est-ce qu'on peut proposer? Que peut-on faire? Qu'est-ce qui serait acceptable? Et donc au niveau des propositions légistiques qu'on pouvait proposer aux Français, le tout dans un esprit de justice sociale, effectivement. Il y avait des gens en grande précarité avec nous, qui travaillaient avec nous, donc on avait toujours voilà, on faisait toujours très attention aussi à cet aspect des choses. De manière à ne pas, par exemple, proposer des taxes punitives tout le temps, sachant que voilà, il fallait vraiment avoir ça en tête. Et justement sur le fond, si on va un petit peu sur le fond, parce qu'il y a 150 mesures qui ont été émises, qui ont été transmises au président de la République. Après, il en fait ce qu'il veut. Malheureusement, là, vous êtes pris dans quelque chose qui vous dépasse, qui est la manœuvre éventuellement politique ou l'intention derrière. Et bon, là, on peut avoir notre avis sur la question. Mais néanmoins, parmi les propositions que vous avez faites, il y a l'interdiction des semences OGM, la limitation des vols aériens intérieurs, la réduction de moitié d'ici 2030 de l'usage des pesticides. Pour toi, quelles sont les mesures qui ont retenu ton attention ou qui t'ont particulièrement marqué? Celles qui ont été rejetées par le président. Il y avait celle d'abord qu'on a rejetée nous-mêmes, parce que on en a rejeté une nous-mêmes quand même, qui était la révocation du président de la République. Oui. Voilà. Et donc, cette mesure qu'on a rejetée nous-mêmes, c'était le travail, la semaine de travail à 28 heures. Donc, ça avait été une mesure qui avait été proposée par le groupe Produire et Travailler. Donc, cette mesure, c'est un bon exemple parce que, autant vous dire que quand elle a été émise par un de nos amis, au sein même de son groupe, il y a eu beaucoup de résistance au démarrage, évidemment, parce que c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Et il a été assez habile et puis assez convaincant pour faire en sorte qu'à la fin des discussions, son groupe entier se mette à le suivre. Donc, une trentaine de personnes environ. Voilà. Quand ensuite il a fallu présenter cette mesure à l'ensemble des 150, il y a eu plus de résistance, sans doute parce qu'on n'a pas forcément eu le même temps, il n'a pas eu le même temps pour présenter et argumenter et défendre sa mesure. Et puis bon, après, voilà, il y avait d'autres sensibilités peut-être au sein des 150. Donc finalement, cette mesure a été rejetée lors du vote lors de notre dernière session par l'ensemble des 150. Mais bon, ça a été une belle avancée quand même d'en parler et d'en discuter. Donc ça a été la première chose. Après, une mesure très impactante, mais qui a retenu toute l'attention des médias et qui a été rejetée par le président de la République, c'était les 110 km/h sur autoroute. Donc ça, d'entrée, en fait, on a l'impression que, au niveau du traitement médiatique, c'est ce qui a été mis le plus en avant, sans doute quelque part pour
créer une espèce de petite levée de bouclier anti-convention parce que voilà, c'est des rigolos, ils proposent 110 sur l'autoroute, c'est bon, on n'a pas envie de ça. Enfin voilà, donc ça n'a pas toujours été très bien vécu par tout le monde, le rejet de cette proposition, parce qu'a priori, enfin moi j'étais pas dans le groupe Se Déplacer, mais il semblerait que ce soit une mesure qui soit extrêmement impactante par rapport à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, donc après, pour parler des mesures en général, il y en a 149 qui ont été retenues, donc ça en fait quand même un bon nombre. Je vais peut-être vous parler plus spécifiquement de celle de mon groupe, parce que c'est celle que je connais le mieux, tout simplement. Nous, la grosse déception reste, donc on avait émis une mesure importante sur la réglementation de la publicité en général, et on avait acté ça, enfin on avait, comment dire, jumelé ça avec la création d'un CO2 score. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'a priori, ce CO2 score, lui, est entériné, donc a été accepté et devrait voir le jour. Donc, c'est-à-dire que sur chaque produit de consommation mis en vente, il y aurait une petite étiquette à l'image, vous savez, de l'électroménager, là, étiquette A, B, C, D, E, F, enfin voilà. Et il y aurait à peu près ce type de logo qui reprendrait d'une part l'impact sur les problèmes climatiques et d'autre part un impact aussi social et comment dire, de façon dont le produit a été manufacturé. Donc, dans la préservation, par exemple, des enfants, des conditions de travail des enfants, ce genre de choses. Donc, ça a été accepté. Après, par rapport à la publicité, nous, on espérait en fait caler l'interdiction des publicités par rapport à ce CO2 score. C'est-à-dire qu'un produit qui aurait un CO2 score catastrophique se verrait interdire en matière de publicité. Bon, ça a été rejeté. Voilà, la seule chose qui a été acceptée en matière de publicité, c'est un truc complètement, enfin, qui ne sert à rien, qui est de l'enfumage, c'est-à-dire qu'ils vont interdire les publicités sur les énergies fossiles, voilà, chose qui n'existe déjà pratiquement plus. On envoyait souvent des pubs pour le pétrole. Ouais, non, bon, peut-être plus pour le gaz, mais enfin voilà, c'est insignifiant. Donc voilà. Après, oui, beaucoup de mesures, notamment dans le groupe Se Déplacer, qui était quand même sans doute un des groupes où, enfin, avec le groupe Se Loger, évidemment, c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui ont été minimisées, réduites, enfin, détricotées, donc d'où la déception un peu générale des conventionnels. Mais bon, il y a quand même des choses qui avancent aussi, donc il ne faut pas être complètement négatif. Ouais, et puis là, j'ai l'impression que dans ce que tu dis au début, c'est que sur la semaine des 28 heures ou sur les autres mesures qui ont fait débat à l'intérieur de vos groupes, et puis avec aussi le fait que vous aviez dans les groupes des gens représentant des catégories sociales, professionnelles ou sociales qui pourraient pâtir fortement de telle ou telle mesure, finalement, on est dans le besoin d'aller chercher de la nuance, et la nuance, c'est pas forcément ce qui est enfin, c'est pas forcément ce qui est facile à médiatiser. C'est-à-dire qu'il est plus facile d'aller se dire pour ou contre les 110 km/h plutôt qu'aller chercher un équilibre qui va forcément être imparfait, mais qui serait un équilibre acceptable pour tout le monde. Et ça, forcément, ça fait pas parler, et du coup, on le retoque facilement, et puis voilà. Ça, est-ce que c'était une nouveauté pour toi de découvrir justement ce traitement qui peut être fait de certaines mesures, on va dire, pas médiatisées ou pas médiatisables, ou à l'inverse, de voir qu'on peut facilement écraser une mesure parce qu'elle, je sais pas, médiatiquement, il y a des questions médiatiquement sur ce sujet-là dans le chat. Est-ce que tu as été bousculé par ça? Au niveau du traitement médiatique, oui, enfin, il y a pas mal à en dire. Au départ, on était déçus que le traitement médiatique soit pratiquement inexistant, en fait, déjà. C'est-à-dire qu'on n'en parlait pas du tout. Il me semble qu'on a commencé, enfin, ça, vous me le direz-vous peut-être en tant que spectateur, un peu attentif à la question, mais il me semble qu'on a commencé à en parler après la première venue du président de la République, quand il est venu voir les conventionnels, mais sinon, c'est vrai qu'au démarrage, il n'y avait pas beaucoup d'infos. Voilà, au niveau du traitement médiatique, on retrouve toujours les mêmes travers, c'est-à-dire que plus l'info doit aller vite et plus elle est caricaturée. Je pense qu'on aura un superbe traitement médiatique, ou du moins livresque, dans quelques mois, parce qu'on a été accompagné pendant tout le processus par de nombreux chercheurs qui ont fait un travail assez exemplaire, et je pense qu'il va y avoir un rendu ensuite qui sera très intéressant, alors sous forme de livres, de reportages, peut-être aussi. Donc, je pense qu'à l'avenir, il y aura quelque chose qui permettra justement d'avoir une vision plus fine de tout ce qui s'est passé.
Mais c'est vrai que c'est toujours un peu le problème des médias. Ouais, Ça il y a quelques articles qui sont sortis depuis sur, non pas le fond, mais justement sur le format, qui sont assez intéressants. Il y a eu, que ce soit Joël ou Laurent qui m'ont aidé à préparer cette session-là. On a trouvé des références, donc on pourra éventuellement les envoyer aux inscrits pour que vous puissiez les parcourir. C'est assez intéressant de voir toute la littérature qu'il y a autour de cette expérimentation. Après, j'ai juste vu, je te coupe 2 secondes. Hier, j'ai regardé, j'ai tapé CC comme ça sur Internet, et puis je suis tombée sur un article de Wikipédia, donc Wikipédia, le truc basique. Ben, il est très bien fait. Voilà, ça permet déjà en peu de temps d'avoir quand même une bonne vision de tout ce qui s'est passé, déroulé. Donc je pense que ça a été rédigé par un des chercheurs, ou un groupe de chercheurs qui était avec nous. Mais oui, c'est un bon article, donc vous n'hésitez pas. Très bien, on arrive vers la fin de l'entretien, et puis après on va s'ouvrir un peu aux questions qui commencent à s'accumuler. Peut-être que ce serait intéressant que tu nous dises, toi personnellement, qu'est-ce que ça t'a apporté ou appris au-delà de ce choc initial que tu as eu lors des premières sessions, sur justement le parcours que vous avez fait et sur maintenant là où tu te retrouves aujourd'hui, enfin là où tu te retrouves, je veux dire, dans la tête. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'a apporté? Ça m'a apporté énormément de choses, une ouverture incroyable sur, malgré tout, sur le monde politique. Donc déjà une ouverture, et puis beaucoup d'informations sur le problème du dérèglement climatique en soi. Après, voilà, sur le monde politique, bon, moi je suis peut-être moins catégorique que certaines de mes camarades, dans le sens où j'ai conscience, je le savais, mais j'essaie d'être plus neutre. Il y a énormément, donc on critique toujours les lobbies, etc. Et c'est vrai qu'il y a des lobbies, ça c'est incontestable. Après, les politiques, ils sont vraiment pris entre deux feux, et j'ai pris conscience de ça aussi. C'est-à-dire que tout n'est pas tout noir ou tout vert, pour le coup, ou tout blanc. Et oui, il y a des choses aussi à prendre en compte que nous, on n'a pas forcément dont on n'a pas forcément pris la mesure. Voilà, je prends un peu la défense de Barbara Pompili, pour qui j'ai beaucoup d'amitié. Je pense que voilà, elle a été beaucoup critiquée, comme tout un chacun, dès que les gens sont au pouvoir, et je pense que vraiment elle est sincère et qu'elle fait du mieux qu'elle peut, et que c'est pas simple. Alors on peut dire oui, il faut faire comme Nicolas Hulot et claquer la porte. Oui, mais c'est pas constructif forcément non plus, puisque du coup il se passe plus rien. Alors c'est difficile de trouver le juste équilibre. Donc voilà, à ce niveau-là, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses aussi de mes amis conventionnels, parce qu'on était tous issus de milieux très différents, très variés, très divers. Ça a été très sympa de faire la connaissance de tous ces gens. On a gardé beaucoup de liens, et on reste quand même fondamentalement de bons amis. Et puis après, c'est vrai que j'ai trouvé que cette convention a hissé tous les conventionnels vers le haut, vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait des gens peu instruits, qui avaient parfois du mal à s'exprimer, etc. Et cette convention nous a vraiment tous tirés vers le haut, dans tous les domaines. Donc, même des gens qui n'avaient pas beaucoup de connaissances sur ces sujets-là, sont repartis avec un bagage énorme. Et a priori, donc aux dernières nouvelles, il y aurait une espèce de reconnaissance professionnelle de cette convention qui serait actée pour les gens qui ont participé, en fait, ce qui serait une bonne chose. Voilà, c'est vrai qu'il a fallu être capable de s'exprimer en public. Des fois, il fallait… Bon, vous avez vu dans le petit film, on était quand même dans la 3e chambre, de la capitale. C'est pas rien, au Conseil économique, social et environnemental. C'était quand même impressionnant. On s'est retrouvé en tribune, il fallait parler à 150 personnes. C'est pas non plus facile pour tous. Les petits jeunes, ils m'ont bluffé, vraiment. Là, nos petits mineurs, ils ont été vraiment exceptionnels, chacun dans leur domaine, avec des convictions politiques, chacun qui leur était vraiment propre et bien tranché. Mais c'était fabuleux. Donc oui, non, ça apporte énormément de choses, et je pense que même si après le résultat n'est pas forcément à la hauteur de nos espoirs en matière de loi, en tout cas en matière de démocratie participative, pour moi, ça a été un pas énorme. Alors, si on lie complètement l'un à l'autre en se disant ça ne sert à rien la démocratie participative si derrière ça ne suit pas, oui, effectivement, mais je pense que non. Moi, personnellement, ma conviction, c'est que si ça sert vraiment, cette expérience, et que si on peut effectivement
la décliner au niveau des territoires locaux, régionaux, etc., c'est un plus de toute façon parce que ça tire les citoyens vers le haut et ça enrichit la démocratie vraiment. Ouais, et puis il reste du coup 70 millions de citoyens pour lesquels il faut faire une convention citoyenne pour le climat pour que chacun se remette à niveau comme toi. On a 150 maintenant éclairés, mais finalement, faudrait tendre vers ça, vers avoir cette information, cet accompagnement, et puis après potentiellement cette prise de décision. Mais on sent que là, ça coince un peu. Justement, tu es revenu, non, c'est pas tellement que tu es revenu, tu n'as jamais vraiment quitté le Vercors. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après cette expérience, maintenant tu vis dans le Vercors. Est-ce que tu as, lorsque tu participais à ça, vu des liens directs ou des choses qui t'ont inspiré directement en disant tiens, quand je reviens, il faut absolument que je parle à un tel de ça, ou il faut absolument qu'on fasse ci ou ça. Est-ce que tu avais déjà pensé à ça, qui pourrait nous servir de base pour la suite de la discussion ou non? Pas vraiment, parce que c'est ce que je t'avais dit au tout départ. Moi, j'ai pas vraiment une âme de militante au départ. Et dans ce tirage au sort, je me sentais pas forcément légitime de prêcher la bonne parole, alors que voilà, il y a des associations, il y a des groupes qui travaillent là-dessus depuis des décennies, et ces gens-là, ils sont vraiment engagés. Donc moi, qui suis par rapport à ces gens-là, personne de particulier, quoi. Donc pour ça, c'est toujours un peu délicat. Enfin voilà. Après, ça dépend des caractères. Il y a des conventionnels qui eux sont investis vraiment à fond, et puis même qui ont participé aux élections et monté des petits groupes politiques. Bon, après, ça dépend des caractères. Moi, c'était pas le cas, mais par contre, maintenant, je participe volontiers. Alors, c'est pareil, c'est pas forcément moi qui prends tout en main. Je participe volontiers à des groupes citoyens pour le climat sur Grenoble, aux marches climatiques. Voilà, dès qu'il y a possibilité et que j'ai le temps de discuter un peu de l'expérience dans les médias, je le fais parce que je pense que c'est utile aussi. Mais voilà, moi, je me sens pas le tempérament d'être un porte-parole et d'avoir un porte-drapeau vraiment à ce point-là. Mais par contre, faire ma petite participation comme aujourd'hui, là, il n'y a pas de souci. Super, merci beaucoup Marie-Sylvie, merci pour ce témoignage. Pierre Vec, du coup, tu es élu d'Autran-Méaudre et tu es en charge des questions de transition énergétique et de mobilité. Je crois que j'avais mis même participation dans le mail, mais en fait, c'était pas ça. Julie m'a dit, mais non, c'est pas ça. Justement, toi, tu n'étais pas à la Convention citoyenne pour le climat, mais être élu, c'est une autre manière de pouvoir avoir une action très forte sur le changement climatique. D'ailleurs, c'est celle qui manque, concrètement, a priori, d'après ce que nous dit Marie-Sylvie. Est-ce que tu peux nous dire comment a résonné pour toi cette expérience que vient de nous donner Marie-Sylvie, et puis ce que tu vois comme lien avec le territoire des Quatre Montagnes? Oui, bonsoir à tous. Merci Marc pour cette question, parce que à la fois je trouve la méthode extraordinaire, et Marie-Sylvie en a témoigné, elle a montré son enthousiasme, ce qu'il a enrichi dans cette démarche, notamment dans ce rapport entre les experts et les citoyens tirés au sort, qui se sont forgés une connaissance sur des choses et après une vision et une position sur un certain nombre de sujets. La seule chose, c'est que l'amont et l'aval de cette démarche, pour moi, est une mascarade. Parce que quand, pendant la convention, le président de la République ouvre la convention et répète à plusieurs fois qu'il prendra toutes les propositions sans filtre, ça a été répété 3 fois. Cyril Dion, qui était sur France Inter, nous a rappelé ça encore mardi matin. Et je trouve ça abominable, parce que quand on fait le point effectivement du résultat actuel dans le débat politique qui s'ouvre au Parlement, et vous pouvez aller consulter la revue Reporter, le quotidien de l'écologie, qui est une revue en ligne, 10% des propositions sont reprises sans filtre, et 90% des propositions sont reprises partiellement, et l'ensemble du dispositif ne répond pas aux objectifs sur lesquels la France s'est engagée au niveau de la COP21 à Paris. Donc voilà, donc je dis super la méthode, super, la Convention citoyenne, super. Je rends hommage à tous ces citoyens qui ont donné de leur temps pour travailler là-dessus, qui ont participé, qui ont construit un projet. Et aujourd'hui, voilà le résultat qui, aujourd'hui, et je le mettais tout à l'heure en question, qui est sous la pression des lobbies. Il faut être très clair. On sait comment le Parlement et les institutions fonctionnent.
moi je l'ai vécu quand j'étais aussi à Paris, quand je m'occupais des parcs à la Fédération, c'est tous les lobbies s'engouffrent auprès des parlementaires pour effectivement amoindrir toutes les dispositions qui ont été proposées. Donc voilà, donc très bien sur la méthode, une déception totale sur l'après, et je crois, Cyril Dion, qui a été un des co-animateurs de la démarche, il a fait un bel article dans Le Monde là, début mars. Voilà, donc, et je trouve que c'est effectivement une sorte de déni de démocratie, du coup. Quand on affirme au début que toutes les propositions de la Convention citoyenne seront reprises sans filtre, et qu'au résultat des courses, on s'aperçoit que tout est ramené vers le bas, je suis désolé, moi je trouve ça, c'est de nouveau décrédibilisation du politique, que malheureusement, on doit redorer au niveau de la nation, que ce soit au niveau local et au niveau national. Je rappelle aussi que cette démarche de convention citoyenne n'était pas une démarche voulue par le gouvernement. Ça a été une démarche qui a été imposée par la pression des citoyens, et notamment par le mouvement des Gilets jaunes. Donc Macron, je m'excuse pour faire un peu de politique, ne se serait pas engagé dans son mandat, ce n'était pas dans son programme de mandat, de faire de la démocratie participative. Hein. Donc il a été contraint de mettre en place ce dispositif. Mais voilà, donc Cyril Dion, dans son article, disait que tenir sa parole, c'est le socle de la démocratie. Alors justement, Pierre, puisqu'il y a un discrédit, on va dire, de la parole internationale avec les conférences qui ne marchent pas, nationale avec les engagements qui ne sont pas tenus, du coup, on est en droit de se dire, cette convention, si elle doit avoir une utilité, c'est forcément au niveau régional ou local. C'est là que peuvent avoir les écoutes et les marges de manœuvre. Du coup, Pierre, en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on peut voir comme poursuite ? Je suis donc, qu'on soit clair, en France, on a une démocratie représentative, avec des élus qui sont élus par le peuple sur la base de programmes ou pas de programmes, et la démocratie participative il faut associer les deux, il faut trouver un équilibre entre effectivement une démocratie représentative, qui ces derniers temps est mise à mal, on est clair, et une démocratie participative qui doit s'exprimer, qui ne demande qu'à s'exprimer, mais avec un respect. Et je trouve que dans la démarche qui a eu lieu là, il n'y a pas de respect de cette démocratie participative. Voilà. Surtout quand il y a un engagement au départ de dire « j'écouterai toutes vos propositions et je prendrai toutes vos propositions en compte ». Donc voilà, ça c'est mon coup de gueule parce que c'est quelque chose qui m'irrite beaucoup. Mais je vous invite donc à regarder Reporters. Hein, donc, ils ont fait l'analyse précise des 149 propositions et ce qui était pris et pas repris avec des petits commentaires. C'est pas mal fait. C'est des reporters dans le quotidien de l'écologie. Et puis, Pierre, pardon, je nous force à l'optimisme et je nous force à la construction en essayant de te projeter vers un discours plus on va pouvoir faire des choses et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Et après, on verra. Je passerai après la parole à Sylvie Barnezet de Grenoble Métropole, qui a aussi des choses à nous raconter sur le sujet. Mais est-ce que, de ton point de vue sur le territoire qui nous concerne, il y a des choses qui bougent et qui méritent d'être dites ? C'est ce pourquoi tu m'as invité. Je te remercie. Mais j'avais besoin d'avoir ce petit coup de gueule parce que ça me permet de me décharger parce que j'apprécie tout ce que Marie-Sylvie a dit. Il y a aussi un gars qu'il faut regarder. Il y a une vidéo à voir sur la radio recyclerie. C'est la vidéo de 25 minutes de Guy Kuliza qui a fait aussi un bon retour de ce qu'il a vécu. Je crois que Marie-Sylvie sourit là, mais je trouve qu'il en parle extraordinairement bien de son impression. Donc Radio Recyclerie, Guy Kuliza qui fait son retour sur ses impressions à lui et avec beaucoup de pertinence, je trouve. Voilà. Donc oui, je pense que la démocratie, elle se vit d'abord sur le terrain et sur les territoires. Et je pense qu'effectivement, les dernières élections ont été quand même, ça s'est vu dans les résultats, dans les programmes, il y a eu un effort, entre guillemets, des équipes sortantes et voire des équipes qui se présentaient, une volonté forte qui était affirmée de beaucoup plus de démocratie, de beaucoup plus de dialogue, de concertation avec les citoyens, etc. Donc je vais très clairement dire ce qu'on a pratiqué, nous, aujourd'hui, sur la commune d'Autran-Méaudre, qui est issu de beaucoup de discussions et qui se met en œuvre, je crois qu'en 10 mois à peine de mise en place de l'équipe municipale, on est arrivé dans un contexte lié à la crise sanitaire compliqué, on a quand même posé un certain nombre de bases, alors tout peut être perfectionné, tout peut être amélioré, etc. Sachant que aussi,
on l'a vu dans la Convention citoyenne, la question de la méthode est essentielle dans les choses, dans la démocratie participative. Et souvent, on n'est pas outillés, nous les élus, le citoyen moyen, pour mettre en œuvre et créer de la dynamique au niveau des échanges, de la concertation et de la participation citoyenne. Donc je pense qu'il y a aussi des moments où il faut se prendre l'appui d'experts qui peuvent nous accompagner dans cette démarche de démocratie participative. Donc concrètement, sur Autremeo en Vercors, on a lancé à la fois le café citoyen. Alors on l'a fait au début du mois de septembre, et après le confinement nous y a empêchés, donc on va reprendre. C'était donc un lieu où, comme ça, de façon très informelle, on se retrouve entre citoyens et élus et on évoque les questions qui se posent à la cité, entre guillemets, et que les citoyens se posent au quotidien, et on essaie d'y répondre, ou du moins on s'engage à répondre aux questions si on ne peut pas y répondre immédiatement, mais on s'engage à apporter la réponse aux citoyens aux questions qu'ils posent. Donc café citoyen, quelque chose de convivial et d'informel. Le deuxième niveau, c'est sur des gros sujets, des sujets importants. C'est effectivement d'engager ce qu'on a défini. Là aussi, il faut donner de la définition, donner des sens aux mots, hein. Parce que ça a été aussi un débat interne au conseil municipal. On parlait de plein de choses, avec chaque fois des idées différentes derrière ces choses. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle les tables rondes citoyennes. Donc ça, c'est sur des gros dossiers. On n'a pas encore pu en faire, mais c'est programmé sur un dossier qui est important pour la commune. C'est toute la friche touristique du village olympique à Autran, où il faut qu'on trouve un projet et que ce projet soit effectivement co-élaboré avec les citoyens. Donc, on espère avant l'été de pouvoir, avec l'appui d'un cabinet, d'un expert, de mettre en place une démarche participative sur ce projet pour discuter avec les citoyens et voir effectivement ce qu'on peut faire sur ce site. Et bien sûr, après, la démocratie représentative prendra le relais pour mettre en œuvre les choses. Autre débat, c'est sur des groupes de projets qu'on a mis en place. Aujourd'hui, il y a 9 groupes de projets qui ont été mis en place sur des sujets particuliers qui peuvent être des sujets à la fois très, très précis, mais des sujets plus ouverts. Donc on a aujourd'hui des groupes de projets qui sont constitués de façon paritaire d'élus, de citoyens volontaires et d'experts qui viennent en accompagnement aussi dans ces groupes. Aujourd'hui, au travers de ces 9 groupes de projets, on regroupe une cinquantaine de citoyens, et y compris des jeunes du conseil municipal des jeunes qui participent également à certains de ces groupes. Donc les groupes projets, il y en a un sur la mobilité, il y en a un sur le compostage, le tri, il y en a sur les aires de loisirs, il y en a sur le VTT, etc. etc. Autre démarche, c'est aussi ce qu'on a vécu mardi dernier, c'était sous forme aussi de webinaire, donc une réflexion, ou du moins la mise en route d'une réflexion sur la question de la fréquentation sur la Molière, donc qui a rassemblé une centaine de personnes, un peu moins d'une centaine de personnes, mais qui a été aussi riche et qui va enclencher derrière des groupes de travail constitués à la fois d'élus, d'acteurs qui travaillent sur le site et qui sont des usagers aussi du site, et puis de citoyens volontaires qui pourront se mettre dans ces groupes de travail. Il y a aussi les journées éco-citoyennes, donc alors ça c'est quelque chose qui va se faire de fin mai, donc où il y a un groupe de projet là-dessus entre des citoyens qui associent des citoyens et les gens Marc, je crois que tu en fais partie de ce petit groupe, donc qui va proposer une journée conviviale sur des questions plutôt effectivement d'écologie de l'environnement. Et enfin, prochainement, j'oublie le conseil municipal des jeunes qu'on a mis en place depuis 2 mois et qui, lui, a sa réflexion propre, force de proposition comme en tant que telle, mais aussi qui s'intègre, comme je disais, avec des représentants dans différents groupes de projets. Et enfin, donc la semaine prochaine, on lance un budget participatif. Donc on a mis un budget participatif, on fait un appel à projet, à manifestation d'intérêt. Et il y a un budget qui a été voté effectivement au titre du budget primitif 2021 de la commune qui permet de financer des projets qui seront présentés, un ou plusieurs projets à voir, qui seront présentés par des groupes de citoyens, des collectifs de citoyens ou des associations constituées. Donc il sera ouvert, qui sera très largement ouvert et qui sera, donc on souhaiterait faire à l'occasion de la journée éco-citoyenne
de présenter les projets qui seront proposés par ces groupes de citoyens et ces associations, et pourquoi pas de faire voter ou de faire s'exprimer les gens qui seront présents à la journée éco-citoyenne pour qu'ils donnent leur préférence par rapport aux projets qui seront proposés. Voilà, donc c'est très lourd. Je pense qu'en 10 mois de mise en place de nouvelles municipalités, je crois qu'on a mis beaucoup de choses en place dans un contexte qui n'est pas facile. Ça peut être critiqué, ça peut être critiquable, ça peut être pas suffisant. Je pense qu'on passe quand même d'une situation avant qui était faiblement participative à une situation donc, où aujourd'hui on répond quand même aux aspirations et tout ce qui s'est manifesté dans les élections récentes, ce besoin de concertation avec les citoyens. Dernier point, c'est la communauté de communes, où effectivement moi j'ai en charge donc, la transition énergétique et la mobilité. Donc, je vais parler de 2 sujets où effectivement les citoyens vont être fortement associés. La mobilité, premièrement, où donc, je rappelle que la communauté de communes a récemment décidé de prendre la compétence sur la mobilité dans un esprit qui est aussi de rapprocher les décisions des citoyens, dans la mesure où effectivement cette prise de compétence va permettre à la communauté de communes de définir sa politique en termes de mobilité, que ce soit toutes les mobilités, mais plus particulièrement tout ce qui est des mobilités douces et actives, donc vélo, covoiturage, autostop partagé, etc. Donc, on va lancer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, donc un schéma de mobilité dans lequel on souhaite fortement mettre en place des groupes de citoyens. Donc on verra comment on va l'aider, comment ils vont se désigner pour participer dans ces groupes et co-construire le schéma de mobilité, le schéma directeur de la mobilité au niveau de la communauté de communes. Et il y aura en parallèle la prise de compétence nous y oblige, mais avec je crois, envie, il y aura la création d'un comité paritaire de la mobilité qui sera constitué d'élus, de socioprofessionnels et d'usagers, donc de représentants des usagers locaux. Et deuxième point sur la communauté de communes, mais ce n'est pas mon domaine d'intervention, il va y avoir des prises de position fin 2022, début 2023 sur la prise de compétence totale de la question de l'eau et de l'assainissement au niveau de la communauté de communes. Et donc, dans cette démarche-là, il va y avoir aussi de la concertation avec les citoyens qui va être menée. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Non, mais c'est bien. Merci Pierre, c'est un beau menu. C'est un beau menu, il y a du pain sur la planche. Il a vécu au niveau national, mais moi, en tant que l'obligation qu'on a, c'est que quand on fait de la démocratie participative, il faut qu'on fixe très clairement les règles du jeu au départ. Et que ces règles du jeu ne soient pas modifiées au cours de route et en cours de débat, comme ça a pu l'être pour la Convention citoyenne, je reviens à mon coup de gueule du départ. Donc, soyons respectueux de la démarche citoyenne, mais on peut aussi être très clair sur les limites de cette démarche et les règles du jeu qu'on fixe au départ, parce que dans la démarche participative, il y a ce qu'on appelle aussi dans un jargon un peu des gens qui font la participation citoyenne, les variants et les invariants. Il y a des choses au départ qui sont possibles de faire bouger, mais il y a aussi des contraintes de départ qui s'imposent dans le débat, qui sont des contraintes qui peuvent aller sur des contraintes liées à la réglementation, tout bêtement. Je crois que Marie-Sylvie en a parlé. Il y a eu des prises de conscience par les citoyens de la Convention sur des règles qui existaient déjà, et qui, bien sûr, de par la loi, et qu'on pouvait pas, qu'il fallait prendre en compte dans les prises de position ou les propositions qu'ils avaient. Et puis, il y a aussi des contraintes qui sont bassement financières, mais qui, dans les collectivités, sont importantes dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Très bien. Merci. Merci à toi, Pierre. Merci pour ce point d'ensemble sur ce qui est mis en œuvre et ce qui sera éventuellement mis en œuvre prochainement. Marie-Sylvie, tu as levé la main et après, on ira côté Grenoble pour sentir un petit peu ce qui s'y passe. Marie-Sylvie ? Oui, juste pour répondre à Pierre, mais je vais me faire l'avocat du diable. Mais je défends. D'ailleurs, je dois être une des rares conventionnelles à défendre ce gouvernement. Mais c'est parce que j'essaie de faire un petit peu la part des choses. Il faut être clair malgré tout. Enfin, c'est vrai que M. Macron nous a dit quand même d'entrée que c'était lui qui décidait. On le savait. Ça, voilà, on le savait. Donc, ça ne nous a pas empêché d'être force de proposition. Après, c'est son sans filtre, oui, effectivement. C'est vrai qu'il a soumis les propositions sans filtre. Après, ils les ont
minimisé, voilà, si on peut jouer sur les mots. Donc, voilà. Après, juste, je reviens sur un tout petit point de la façon dont on a travaillé également, c'est qu'une fois que nos propositions ont été soumises à Elisabeth Borne à l'époque, donc le gouvernement a travaillé dessus et donc c'est passé à l'Assemblée nationale il y a peu de temps, au mois de février, là, fin février. Et il faut reconnaître que pendant toute la semaine qui a précédé donc, la soumission du projet de loi donc, à l'Assemblée nationale, Barbara Pompili et pratiquement tous les ministres impliqués dans ce projet de loi ont quand même fait l'effort vraiment intense de participer avec nous à toute une série de visioconférences la semaine qui a précédé. Donc, tous les soirs, on était de visioconférence jusqu'à 21h avec Barbara Pompili et les membres du gouvernement impliqués dans chaque groupe. Et ils nous ont présenté en détail, alors en essayant de les défendre au maximum, les mesures telles qu'elles avaient été reprises dans le projet de loi. Et bon, bah, nous, après, voilà, on n'était pas forcément d'accord avec eux. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même eu du travail de fait. Enfin, ils ne sont pas complètement fichus de nous non plus. On a quand même été pris un petit peu en considération, c'est ce que moi je me dis. Et puis même si ce qu'il en reste, ça a été énormément minimisé, et ben, c'est quand même pas zéro. Et il faut qu'on s'appuie là-dessus pour nous faire en sorte que voilà, les citoyens nous soutiennent dans leur grande majorité et puis qu'on recommence à repartir un peu plus loin. C'est le syndrome de Stockholm, c'est de s'attacher à son agresseur. Merci beaucoup pour… là, on va passer sur vos questions juste après, mais j'aimerais quand même donner la parole à Sylvie Barnezet de Grenoble Alpes Métropole. Lorsqu'on était en train de préparer ce moment-là, il se trouve qu'on a communiqué à droite à gauche, qu'on est allé chercher, on s'est renseigné un peu, puis on s'est rendu compte que côté Grenoble, donc métro, il y avait une dynamique qui était en train de se mettre en place sur inspiration de l'initiative nationale. Et puis, on a un peu discuté avec Sylvie et on s'est rendu compte qu'il pourrait même y avoir des liens avec notre territoire, puisqu'on l'a vu avec la Molière, par exemple, les liens entre le Vercors et en bas sont très liés, et puis le lien avec le changement climatique et le tourisme, tout ça, c'est une question un peu générale qui pourrait très bien trouver des questions ou des approfondissements lors d'une éventuelle convention que mènerait la métro. Du coup, Sylvie, c'est à vous. On vous écoute pour présenter brièvement ce début d'initiative. Merci, en tout cas, c'est très très intéressant. Je vous remercie pour ces présentations. Donc Grenoble-Alpes Métropole, c'est 49 communes plutôt dans la plaine. On a aussi quelques balcons et une diversité de communes entre la ville-centre et des toutes petites communes qui ont 100 habitants. Donc voilà, c'est un peu très rapidement le territoire de la métropole. La métropole s'est dotée en fait d'un plan air, énergie, climat, ce qu'on appelle le PCAEM, voilà, dans le jargon. Elle s'en était dotée d'un il y a déjà quelques années, et puis il y a eu tout un gros travail en 2019, notamment avec de la concertation avec des associations, etc., pour un nouveau plan air, énergie, climat qui a été délibéré, voté par les élus en début d'année 2020. Et un des grands volets en fait de ce plan air énergie climat, c'est l'association de tout le monde, de tous les acteurs, puisqu'on sait que on ne pourra pas transformer nos territoires sans l'implication de tout le monde, mais l'implication aussi des entreprises, mais aussi l'implication des structures publiques, privées et des citoyens. Ça, c'est un premier volet. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on s'est aperçu aussi que les orientations de ce plan air, énergie, climat, si on continuait sur en fait, la courbe actuelle, même en réduisant des choses, même en fait, on n'arrive pas à atteindre les objectifs que s'est fixé le plan air, énergie, climat pour 2030. Donc, en fait, on est en face d'une impossibilité aujourd'hui, en fait, de tenir les objectifs qu'on s'est collectivement fixé. Troisième chose, en fait, on est un territoire où la question de la participation citoyenne date depuis assez longtemps. La ville de Grenoble est assez connue au niveau national sur ces questions-là. La métropole elle-même a développé pas mal de choses, et notamment du tirage au sort. Ça fait depuis plusieurs années qu'effectivement, une des analyses sur les questions de participation citoyenne, c'est si on ouvre les portes, les gens viennent, c'est super, sauf que
c'est ce qu'on appelle un peu toujours les mêmes, c'est-à-dire déjà des gens déjà impliqués, des gens plutôt âgés, plutôt avec des catégories socio-professionnelles, de gens qui savent parler, etc. Et que finalement, on tourne un petit peu en rond et que le souhait, c'est effectivement d'aller au-delà de ce cercle pour se dire, mais finalement, les gens qui sont éloignés de l'action publique, comment travailler avec eux, ou des gens qui sont contre, voilà, comme vous l'avez dit, qui ne sont pas forcément engagés, comment travailler avec eux. Donc du coup, ça fait depuis quand même plusieurs années on mène du tirage au sort pour des groupes de citoyens, alors moins gros que 150 personnes. Souvent, on a des tirages au sort pour ce qu'on appelle des panels de citoyens, autour de 30 personnes qu'on accompagne comme ça aussi effectivement. Alors en général, il y a 3 phases, hein. Il y a une phase effectivement de formation et d'information. Il y a une phase d'investigation où en fait les citoyens ont envie d'aller chercher de la contre-expertise, où on leur donne de la contre-expertise effectivement. Et puis une phase de délibération où en fait ils écrivent leur avis. Donc on a déjà en fait depuis 2016 fait une quinzaine de panels citoyens comme ça. Juste pour vous donner un tout petit exemple, en ce moment, on en a un, on a tiré au sort une trentaine de citoyens qui travaillent des samedis, là, donc demain, par exemple, je suis avec eux toute la journée. Et la question qu'on leur pose, c'est justement comment renforcer la participation des citoyens dans la métropole, pour écrire une charte de la citoyenneté métropolitaine de leur point de vue. Et on souhaite que ce soit une charte qui puisse être votée par délibération par la métropole cet été. Et on va la soumettre à des communes pour qu'elles puissent s'engager aussi, puisque notre objectif, c'est que la totalité du territoire monte en compétence sur les questions de participation citoyenne. Donc, c'est une petite parenthèse, mais du coup, effectivement, ces questions de participation existent à plusieurs niveaux. Là, en fait, il y a eu un éclairage très fort parce que le national, pour une fois, en fait, alors ce que je veux dire, c'est qu'au niveau local, il y a déjà beaucoup de choses avec des contraintes juridiques fortes, hein. Aujourd'hui, on ne peut pas aller très très loin en matière de participation citoyenne. C'est-à-dire que le vote, c'est-à-dire qu'en fait, la ville de Grenoble a testé des choses et elle a été retoquée parce qu'en fait, on a des contraintes juridiques aujourd'hui qui sont fortes en matière de participation. Sylvie, est-ce que ça veut dire, juste pour comprendre entre les lignes, que quelque part, la notion, pour revenir à ce mot du sans filtre et pour revenir éventuellement à un éventuel mandat que pourrait avoir la version grenobloise, en gros, c'est juste pas possible d'avoir du sans filtre. Il faut forcément, le filtre s'appelle la loi, le filtre s'appelle les règles, et qu'il faut que ça s'imbrique bien dans les briques existantes. Et du coup, ma question est, celle que vous envisagez de faire, quel est son mandat? Est-ce que le mandat est clair à ce stade? Alors, on essaye de faire en sorte qu'il soit le plus clair possible. Il y a une délibération qui a été votée en novembre, là, par les élus, qui lance la convention citoyenne et qui dit les propositions issues de la Convention citoyenne. Donc, on va mettre en place cette fameuse Convention citoyenne pour le climat métropolitaine. Donc, les propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat métropolitaine, la métropole, sur ses compétences, parce qu'il y a aussi la question des compétences, prendra ce qu'elle pourra faire, délibérera sur ce qu'elle peut faire à court et à moyen terme. Elle portera aux autres niveaux, soit local, soit régional, soit national, ce qui n'est pas de ses compétences. Elle échangera avec les acteurs économiques du territoire pour tenter d'engager les acteurs économiques du territoire, parce qu'évidemment, on n'a pas tous les leviers quand on est public, hein, donc voilà. Donc il y a tout ce travail-là à faire et on ira jusqu'à du référendum. Alors, en fait, une métropole, en plus, n'a pas le droit de faire un référendum. On va appeler référendum pour faire simple. Une votation citoyenne sur les sujets qui ne font pas consensus ou qui transforment radicalement des choses. Voilà. Mais toujours sur nos compétences. Donc, en fait, sur l'histoire du territoire, effectivement, l'intérêt en fait d'une convention citoyenne sur un territoire, c'est qu'il y a des leviers forts, et notamment quand on est une métropole, on a l'habitat, on a la mobilité, on a les déchets, on a l'énergie, on a plein de choses qui sont des leviers forts. Mais on ne fait pas la loi,
premièrement. Et deuxièmement, on a une liste des compétences et on ne peut pas faire des choses qui sont en dehors de nos compétences. Donc ça, c'est le cadre imposé dans lequel on est. Et ça, c'est une des premières choses qu'on dit aux gens, en fait, sur des panels ou sur la Convention citoyenne. Parce qu'en fait, effectivement, ils tombent de haut, ils ont envie de transformer le monde et on a tous envie de transformer le monde en tant que citoyen. Mais voilà. Donc, du coup, si je vous la comprends, métropole va Sylvie, s'engager sur ses compétences, effectivement. si je vous comprends bien, ça veut dire que quelque part, le produit, le package, le papier cadeau d'une convention citoyenne est très sympa et fait parler du principe de démocratie au niveau national, chose qui n'était pas courante, mais qu'en réalité, la vraie démocratie de terrain, elle était déjà en œuvre par ces petits panels ou ces tirages au sort, enfin en tout cas à l'échelle de la métropole grenobloise, et que du coup, c'est possible de l'appliquer vraiment avec du coup les trois aspects que vous semblez dire, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un outil, il faut que ce soit des groupes, soit des panels, que les règles soient très claires, il faut de l'accès à de l'information de qualité, donc avec de l'expertise, de la contre-expertise, et ça c'est un peu ma question, j'ai l'impression que c'est là la grosse avancée de cette convention, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ressources. Avoir accès à l'information est de moins en moins facile, à une information sourcée, claire, juste, c'est de moins en moins facile à avoir avec les réseaux sociaux, avec les fake news, etc. C'est pas évident de ne pas se laisser mystifier par des fausses informations, donc est-ce qu'il faut mettre le paquet ici? Et puis après, la clarté de la prise de décision. Concrètement, quelle marge de manœuvre on a? Vous, au niveau de Grenoble, est-ce que vous réfléchissez à cet aspect de l'information? Comment apporter de l'information aux citoyens? Et j'ai envie de dire, désolé, ma question est un peu longue, les citoyens, ce sera bien de les mobiliser et de les former, mais est-ce que déjà les élus sont au courant? Est-ce que déjà les élus sont formés? Bah, oui et non, effectivement, c'est des citoyens aussi, hein, en fait, donc ils ont leurs propres canaux d'information. Alors ils ont accès à des informations, aussi et voilà donc bon, je pense que les vice-présidents de Grenoble-Alpes Métropole sont formés sur leur sujet. En tout cas, le vice-président en charge du plan air énergie climat lui-même est un scientifique, donc voilà, il porte très, très fortement, ça. Après, là aussi, derrière, il y a, un exécutif avec, il faut faire voter derrière, voilà et l'exécutif est composé, de plusieurs, enfin la majorité est plurielle en fait, et entre les groupes, ils peuvent ne pas être d'accord, même s'ils font partie d'une majorité. Donc en fait, les délibérations, peuvent être, ajustées jusqu'au dernier moment, en fait, hein. La forme d'écriture, le fait de rajouter, voilà. Par exemple, nous sur, les questions qui vont être posées, aux membres de la Convention citoyenne, en fait, on a deux blocs. On a un bloc sur, les orientations pour 2030, comment faire en sorte pour que notre plan air énergie climat, les objectifs du plan air énergie climat, on y arrive, pour 2030. Voilà et derrière, on va réviser le plan air énergie climat en lien avec, les propositions de la convention et le deuxième bloc qui est beaucoup plus complexe, c'est la neutralité carbone pour 2050. C'est comment faire en sorte d'avoir une trajectoire pour arriver à une neutralité carbone sur notre territoire 2050. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on ne sait pas calculer une neutralité carbone sur un territoire. Il y a des modélisations qui sont faites par l'ADEME en cours en ce moment au niveau national. Mais quand on parle de neutralité carbone, c'est ce qu'on produit sur le territoire et puis tout ce qu'on importe aussi. Et donc, c'est très compliqué de le modéliser, de le savoir. Donc en fait, on va travailler sur quelque chose où les experts eux-mêmes n'ont pas la matière, ça va être un peu en direct. On va voir ce que ça donne et on ne sait pas trop finalement ce que ça va produire. Voilà, donc là aussi, et ce sujet-là, je refais le lien avec la question de la délibération et de la discussion entre les élus, parce que nous avons des élus écologistes dans l'exécutif. Ça a été un des sujets forts de débat sur lesquels un certain nombre d'élus ont souhaité aller là-dessus, aller fortement là-dessus pour voter la délibération. D'accord. Bien, merci Sylvie, merci pour cet éclairage, c'est très intéressant. Je m'apprêtais à reprendre les questions que vous avez formulées et voilà, pour respecter tout le monde, il faudrait qu'on ait au moins du temps pour les traiter convenablement. Donc j'ai des questions pour toi Marie-Sylvie.
combien de jours de disponibilité cela t'a demandé sur l'ensemble? Voilà, tu peux commencer par répondre rapidement à ça, puis après j'aurai d'autres questions. Alors, en fait, donc les sessions duraient 3 jours. On devait avoir 5 sessions. Donc, la convention, elle devait démarrer en septembre 2019 et s'achever en janvier 2020. Finalement, ça s'est transformé en 8 sessions, enfin la 8e session étant la dernière session de la réponse à la réponse du gouvernement. Donc, ça s'est transformé en 8 sessions de 3 jours, plus une session extraordinaire au mois d'avril 2020 qui nous a permis en fait d'apporter une contribution au plan de sortie de crise par rapport à la pandémie. Donc voilà, plus aussi une autre d'autres webinaires concernant la modification de l'article 1er de la Constitution. Donc en tout, 8 x 3, plus encore 2 jours, plus encore, je ne sais plus, à peu près 2-3 jours de webinaire. Donc la plupart du temps en présentiel à Paris. Plus donc quelques sessions comme nous là en visioconférence à cause de la pandémie. Donc ça a quand même été un gros investissement au niveau familial, professionnel et autres. Voilà, mais bon, c'était passionnant. Et sur les sessions et sur le cadrage qui a été fait, il y a des questions qui concernent est-ce que le mot de la notion d'effondrement a été évoqué? Et par ailleurs, j'ai vu passer des questions sur le nucléaire ou sur ces sujets qui, volontairement ou involontairement, ont été éludés. Comment as-tu interprété ce choix éditorial, on va dire, de la Convention qui a préféré ne pas aller sur certains sujets? Est-ce que c'était parce qu'on ne voulait pas les débattre ou est-ce que c'était pour éviter qu'on éclipse, que ces sujets éclipsent l'ensemble du processus? Oui, alors nous, le mandat était clair, c'était d'émettre des propositions pour faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Donc, le thème de l'effondrement a été évoqué, mais voilà, comme un thème, je dirais pas annexe, mais un petit peu dans le sens où nous, on était là pour être vraiment force de proposition. De même pour le nucléaire, en fait, c'était pas trop le sujet dans le sens où, malheureusement, voilà, on en pense ce qu'on veut, dans le sens où le nucléaire est donc une énergie qui émet très peu de gaz à effet de serre. Et nous, notre mandat, c'était de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, du coup, on en a parlé comme ça, mais pas vraiment. Et un de nos grands regrets, par contre, là-dessus, ça a été effectivement de ne pas parler suffisamment des possibilités d'énergie, de développement d'énergie alternative. Ça a été évoqué dans le groupe Produire et Travailler, puisque c'était leur thème, mais peut-être pas, ils ne sont peut-être pas allés assez loin. Enfin, bon, ils avaient tellement de choses à faire. C'était pareil, leur mandat à eux était énorme et ils ont fait du mieux qu'ils ont pu et peut-être au détriment de certains sujets. D'accord, très bien. Je regarde les questions. On s'intéresse pas mal aux arguments clés qui ont fait changer d'avis et finalement convaincu le groupe travailler de suivre la mesure semaine des 28 heures. Enfin, quelle était la capacité de ce monsieur qui a apparemment enrôlé tout son groupe? Comment a-t-il réussi aussi à passer à travers les mailles des facilitateurs? Non, il n'est pas passé à travers les mailles des facilitateurs, dans le sens où on était tous très libres de nos paroles, donc il n'y avait pas de souci à ce niveau-là. Malheureusement, je n'étais pas dans le groupe, donc je ne pourrais pas trop vous répondre de façon précise. Notamment, en plus, c'est un conventionnel qui aime rester relativement discret. Il avait lancé ça un peu comme une boutade. Pour la petite histoire, il avait lancé ça un peu comme une boutade, cette proposition. N'imaginant pas qu'elle irait aussi loin déjà au niveau de la Convention citoyenne pour le climat. Elle est quand même allée jusqu'au vote final, donc elle a fait un bon petit parcours. Voilà. Après, exactement les arguments, je ne saurais pas vous les avancer plus que ça, mais a priori, voilà, c'était tout simplement sur le fait de moins travailler, on était amené à moins se déplacer, etc. Donc, ça faisait baisser les émissions de gaz à effet de serre. Mais oui, il a été très convaincant a priori. Donc, il faudrait pouvoir trouver ça, son argumentaire un peu plus précisément, mais moi, je n'ai pas là. J'ai une question qui est sur justement la suite, on va dire à partir de maintenant. Julie demande, pensez-vous qu'il y ait un recours légal face à cette non-promesse tenue de conserver les mesures, des 150? Concrètement, est-ce que vous vous êtes penché là-dessus? Et du coup, je crois savoir que vous êtes constitué en association, vous ou certains d'entre vous, et qu'il y a une intention de poursuivre l'aventure. Oui, alors désolé, il y a mon téléphone qui sonne. J'espère que quelqu'un de la famille va se... pour y répondre. Du coup, alors au niveau légal, comme je le disais, attendez, je coupe le son 2 secondes. Parfait.
C'était pour te féliciter. Voilà, excusez-moi, comme ça, j'ai coupé le… voilà, donc, qu'est-ce que je disais? On parlait de l'association. Alors, l'association… Ah oui, non, les recours légaux pour… Ouais. Oui, alors comme je l'ai dit, malgré tout, lors de sa venue, M. Macron a été très clair en disant que finalement, c'est quand même lui qui, au bout du compte, décidait de tout. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça a été réglé rapidement. Voilà. Après, au niveau de l'association, donc oui, il y a une suite. Alors, il y a une association des 150 qui essaie de survivre un petit peu à la Convention citoyenne. C'est pas très facile parce que du coup, comme justement, nous n'avons plus les facilitateurs avec nous, il peut émerger certaines dissensions au sein du groupe. C'est finalement comme dans toute petite société, microcosme, il y a des gens qui veulent un peu, entre guillemets, prendre le pouvoir sur d'autres. Il y en a qui ont la parole plus facile, d'autres moins. Bon, donc il y a des petites tensions qui peuvent se créer. Ce soir, justement, malheureusement, là, malheureusement, non, c'est un plaisir, je suis avec vous, mais du coup, simultanément, il y a un webinaire des 150 qui a lieu justement par rapport à la révision des statuts qui, pour l'instant, était encore peu travaillée. Donc, voilà, cette association existe. Il y a des gens qui sont engagés à titre individuel politiquement. Il y a après donc des gens qui sont encore sollicités, notamment là en ce moment par les sénateurs, puisque le projet de loi fait la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, il y a des sénateurs qui sont curieux de savoir un peu comment ça s'est passé, tout ça. Donc, bon, nous, on a eu l'occasion de rencontrer déjà 2 au sein de l'Isère, mais voilà, il y a ce travail qui existe encore. Donc, les citoyens continuent à témoigner en fait du travail accompli auprès de qui veut bien leur poser des questions. Après, c'est vrai qu'on a fait le choix, nous, on avait cette possibilité de présenter les choses au référendum. On ne l'a pas choisi, on a choisi de faire suivre notre bébé au Congrès, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ça a été un choix difficile, on a beaucoup hésité. On avait peur que si on soumettait l'ensemble du projet de nos propositions au référendum, il y ait un peu un vote en faveur ou à l'encontre de notre président actuel qui biaise un petit peu les réponses des citoyens en général. Donc finalement, on a fait ce choix-là. Au référendum, donc, il y a simplement la modification de la Constitution qui va être présentée, a priori. Bon, c'est jamais très simple de faire les choix. Donc c'était quand même une première. Donc, si d'autres conventions sont amenées à être organisées au niveau national ou local, il faudra aussi tirer les expériences des choses positives qui ont été faites lors de celle-ci, et puis les choses moins positives, les choses plus négatives. D'accord, merci. Je vois que Joël Gauthier a levé la main. Joël, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend vaguement. Oui, Joël, tu fais partie de Méo Transition et tu as une question. Oui, alors je voulais déjà savoir si, elle était plutôt adressée à Pierre Vec, s'il pensait qu'il y avait des connexions possibles à faire avec l'expérience qui est faite au niveau de la Convention grenobloise, et si le territoire ne lui paraissait pas plus pertinent pour essayer d'agir sur les enjeux climatiques que sur notre territoire un peu restreint quand même, d'Autran, Méo de Ranvercors et même CCMV. Voilà, est-ce qu'il voit des liens possibles? Est-ce que cette démarche l'intéresse et est-ce qu'il y aurait des possibilités d'envisager une réflexion sur les interactions entre ces 2 territoires? Oui, merci de cette question, parce qu'effectivement, je crois que on y est obligé, mais avec enthousiasme de travailler avec la vallée. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'agglomération de Grenoble, je sais que le Vercors a été toujours été frileux par rapport à des relations avec l'agglomération grenobloise. Je pense que les choses évoluent. Je suis optimiste. Voilà. Et puis, on a rencontré avec le président de la communauté de communes, ce n'est pas un scoop, je peux le dire, ouais, on a rencontré le président de Grenoble Métropole il y a peu de temps, et on s'est fixé effectivement une obligation de travailler, mais sur des choses très concrètes, très opérationnelles, qui peuvent aller. Alors, il n'y a pas encore du débat au sein de la communauté de communes, ni au niveau de Grenoble Métropole, mais qui vont bien sûr sur les questions de mobilité. Il est clair qu'on ne peut pas s'ignorer et que sur la participation citoyenne, il y a des croisements à voir entre ce qu'on va effectivement engager comme débat chez nous sur ce qu'on appelle le schéma directeur de la mobilité et
sur Grenoble ou l'agglomération grenobloise où les choses se discutent, se développent aussi, etc. Donc, il y a quelques sujets comme ça, mais qu'on souhaite prendre de façon très concrète, hein, les uns derrière les autres, sans rentrer dans des grands contrats, mais vraiment de conventionner sur 3 ou 4 sujets très concrets qui permettraient d'avancer ensemble à l'avenir, parce que quand on a près de 50%, voire 60% des gens, des salariés qui descendent sur l'agglomération grenobloise pour travailler, on ne peut pas ignorer l'agglomération. Voilà, donc, et puis il y a aussi il y a des choses justement avec le parc, hein, qui est aussi un opérateur. Je crois que dans la loi montagne, il y a eu une nouvelle disposition qui a été introduite quand j'étais à la Fédération des parcs, qui était de reconnaître les parcs dans un rôle d'interface et de dialogue entre les territoires de montagne et les agglomérations qui sont dans les vallées. C'est écrit de cette façon-là, dans des termes plus édulcorés comme on écrit dans les lois, mais les parcs sont aussi reconnus comme des interlocuteurs du dialogue entre le haut et le bas. Et donc voilà, donc c'est un travail à 3 qu'il va falloir faire. Il y a déjà eu par le passé quand même des accords avec un accord, une charte de partenariat entre la métropole à l'époque et la communauté de communes du massif du Vercors qui traitait de certaines choses. Le parking relais, par exemple, à Sassenage, est le fruit de cette première convention qui remonte à 2004, hein, donc, qui avait été faite. La voie du tram, qui est une opération en cours d'élaboration avec la métropole. Donc c'est aussi une réalisation concrète qui va se faire, mais il faut qu'on aille au-delà et sur des questions, j'allais dire, à la fois plus quotidiennes, qui intéressent le quotidien des citoyens de nos 2 territoires. Alors après, la forme sur la participation, il faudra qu'on voit comment ça s'organise et comment on peut articuler les choses. Mais je pense que sur la mobilité, ça va être vraiment possible en associant les usagers. Bien, et ben c'est sur cette note de lien avec le Vercors et en bas, et puis aussi sur quelque part tout ce qui reste à faire, et puis le programme que Pierre, tu nous as présenté, mais aussi quelque part qu'est-ce que chacun d'entre vous là qui est dans la salle peut faire aujourd'hui. Il y a des choses qui sont mises en place au niveau d'Outreméaude, vous n'êtes pas tous d'Outreméaude. Il y a des choses à mettre en place également par chez vous si ça n'est pas encore, ou si la résistance est encore difficile, la réticence on va dire à ce genre d'expression. Il faut la susciter, il faut la mettre en place au niveau de Verteco qui est partenaire de cet événement, ou au niveau de Méo Transition. On essaye de pousser à la roue et de soutenir les bonnes démarches, voire de les proposer, voire de les créer, voire si elles n'existent pas. Donc n'hésitez pas à rejoindre ces dynamiques de participation, n'hésitez pas à vous engager, n'hésitez pas à rejoindre Méo Transition, Verteco, que sais-je, dans quel territoire vous êtes, mais n'hésitez surtout pas. Et ça pourrait être plaisant éventuellement d'avoir d'autres rendez-vous de ce type-là, en visio, ou espérons-le peut-être pas, bientôt sur d'autres sujets, sur des sujets plus précis, voilà, autour du tourisme, de l'énergie, de l'eau, de la mobilité, bref, de tous ces sujets qui vous passionnent. Marie-Sylvie, j'aimerais te laisser le dernier mot, parce que quelque part, c'est grâce à toi qu'on fait ce soir qu'on est ensemble, et quelque part, ça pourrait être intéressant que tu nous donnes un avis de grand témoin, qui en plus connaît bien Barbara Pompili, donc là, quelque part, on se dit que waouh, ça nous impressionne. Oui, c'est rigolo. Oui, Barbara Pompili. Je vais finir sur une anecdote là, justement, par rapport à Barbara Pompili, c'est que la première fois où M. Macron est venu en fait voir les conventionnels en janvier, donc c'était en janvier 2020. Moi, je me suis retrouvée. Alors, une fois de plus, il y a eu un tirage au sort, et pour qu'on soit placé en fait dans la grande salle hypostyle, ça s'appelle, avec des grandes colonnes, style colonne dorique, mais bon, qui date plutôt de l'art déco. Et je me suis retrouvée derrière un poteau, donc j'étais pas très bien placée. J'étais complètement excentrée. Et les membres, alors il y avait des membres, donc non pas du gouvernement, mais donc des députés ou des sénateurs qui, eux, étaient encore plus excentrés que nous. Ils étaient complètement sur le côté. Et avant que M. Macron arrive, donc il y a 2 personnes qui sont venues vers nous, comme ça, complètement par hasard, et avec qui on a discuté comme ça très facilement, qui avait vraiment le contact très simple.
Et donc, il y avait une jeune femme qui s'est présentée comme étant députée écologique de la Somme. Et il y avait un monsieur qui était, il me semble me souvenir, député communiste de la Bretagne. Donc, on a discuté, on a échangé. Et comme moi, j'ai toute ma famille dans la Somme, je n'ai pas pu m'empêcher de parler de mon tonton Philippe, qui est un grand marathonien picard. Voilà. Et il se trouve que la jeune femme a tout de suite rebondi sur ce que je disais, parce qu'elle connaissait très bien ce monsieur, mon oncle. Donc voilà, on a bien sympathisé. Puis à la fin, je lui ai dit, mais dites-moi comment vous vous appelez, comme ça je pourrais dire à mon oncle que j'ai bien discuté avec vous. Et elle m'a dit, je m'appelle Barbara Pompili. Voilà, donc on a fait connaissance comme ça. Et puis quelques mois plus tard, elle s'est retrouvée ministre de l'écologie. Donc voilà. Après, bon, ça reste une femme politique, mais voilà, il y a quand même des gens qui sont relativement sincères et puis qui font quand même petit à petit avancer les choses. Elle est très enthousiaste par rapport à tout ce qui a été fait. Je ne sais pas si on peut partager son enthousiasme. Elle est persuadée qu'il y a eu un énorme pas en avant de fait, notamment en matière de rénovation thermique des bâtiments. Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour savoir si c'est le cas ou pas, mais pour elle, voilà, c'est très positif. Donc, à voir si c'est vrai, on verra à l'avenir. Et on l'invitera à la prochaine visio sur la transition énergétique. Oui, écoutez, elle est très disponible. Enfin, je ne sais pas si elle est disponible, mais elle est très, comment dire, elle est très agréable. Donc, pourquoi pas, on peut toujours parfait. Écoutez, merci beaucoup. Merci à Joël, merci à Laurent aussi. Puis merci à tous Méo Transition qui étaient bien en soutien derrière. Et puis c'était très agréable de passer un petit moment avec vous. J'espère que ça l'a été pour vous aussi. Et belle soirée. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bravo. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir à tous, merci. Merci et merci à tous ceux qui sont intervenus. Merci Marc. Merci, bonne soirée. C'est le futur. C'est le futur, les apéros connectés, mais à plusieurs. C'est ça, salut les amis. Salut Pierrot. C'est Anne Farrer qui est là. Oui, c'est Anne Farrer, mais il ne faut pas le dire tout fort. Vous avez picolé, vous déjà. Ah, j'ai parlé trop fort. Ah, tu as parlé trop fort, ouais. Vous auriez pu nous inviter, hein? On joint l'utile à l'agréable, hein. Désolée. Hein. On ne vous montre pas l'état de la table parce que ça va faire des jaloux. C'est super, Pierre, hein, super. Je suis tout à fait d'accord. Allez, salut les amis. Bonne soirée. Ciao. Salut. Allez, ciao. J'éteins pour tout le monde, sinon vous allez rester jusqu'à minuit. Salut Marc, merci. Salut. Alors, il faut que j'éteigne l'enregistrement. Marc, pour dire si Marc, c'est toi qui jouais au début? N'hésite pas après à Marc. Et puis... Ah, pardon. Attends, pardon, excuse-moi, j'arrive. Qu'est-ce que tu disais, Marie-Sylvie, pardon? Je disais que s'il y a des questions.